Hello everyone. Jesus, I need you. Est-ce que vous êtes là? I can do it on my own. C'est l'heure du live. Je vais essayer de me partager. Hello, hello pour la personne qui vient de se connecter. Hello, hello, bienvenue sur cette plateforme qui est Heather, la plateforme qui valorise la femme. Bienvenue, aujourd'hui nous allons entamer notre série de préparation prénuptiale. Donc je vous ai donné rendez-vous à 19h30, je vous demande pardon, excusez-moi, parce qu'il est 19h46, aïe. Je dois vraiment travailler de mon temps. Hello, hello Gertrude, bonsoir. D'où es-tu Gertrude? Es-tu de l'Île-de-France? Es-tu de Belgique? Es-tu de l'Afrique? Pour ceux qui viennent de se connecter, donnez-moi des petits pouces, des cœurs. Comme ça, vous allez m'encourager. Bienvenue tout le monde, bonsoir tout le monde. Bon, est-ce que ma coiffure, ça va? Hello, hello Sylvana, bienvenue encore. Bienvenue à tout le monde. Vous allez bien? Merci pour les pouces. Encore. Merci de partager, Commencez à partager la vidéo, comme ça plusieurs personnes pourront nous rejoindre. Oh, merci Yolène. J'essaie de me faire belle pour vous. Oui, je suis vraiment désolée Andrea. Vraiment désolée tout le monde. J'ai encore un problème avec le temps. Quand je dis 19h30, c'est 19h40. Donc, je fais tout pour me connecter. Et de temps en temps, c'est un peu compliqué pour moi de monter les... Ah, attendez, par exemple, là, il faut que je mette mon micro. Je ne sais pas si vous m'entendez déjà. Mon micro-cravate, j'ai des... Un instant. Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on va le faire ensemble. Donc, je vais essayer de mettre une musique plus douce pour me relaxer et éteindre celle-ci. Oui. Ok, très bien. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que vous m'entendez bien? Si vous m'entendez bien, donnez-moi des pouces. Comme ça, je sais que je suis bien. Et on va pas tarder, on va commencer. Et on va commencer. Là, maintenant. Donc, voilà. On va commencer. Ok, très bien. Alors, bienvenue à cette série numéro 2, qui est la préparation prénuptiale. Alors, qu'est-ce qu'une préparation? Il faudrait... Une préparation, c'est quand tu te prépares... Quand tu mets, on va dire, tu te mets en formation, tu reçois toutes les instructions. Hello Luda, tu reçois toutes les instructions pour pouvoir rentrer dans le mariage. Prénuptial, ça veut dire tout ce qui vient avant le mariage. Donc, on a parlé de l'observation. Nous avons parlé de l'observation. Nous avons défini en fait qu'est-ce que c'était l'observation. Pour ceux qui n'étaient pas là, l'observation en fait c'est la phase d'analyse, la phase d'enquête, la phase où quelqu'un se renseigne. Si tu es un homme, tu te renseignes par rapport à une fille. Si tu es une fille, tu te renseignes par rapport au garçon. Donc voilà, on a parlé de l'étape de l'observation. Et aujourd'hui, on va continuer et on va parler de l'étape de la fréquentation. Pour revenir, je vais faire un petit récap de la partie numéro 1. En fait, on s'est basé sur l'histoire de la reine Esther. La reine Esther, voilà, elle était dans son âge de se marier, elle était dans sa saison. Merci pour les cœurs, les pouces aussi, veuillez partager bien évidemment, afin que d'autres personnes puissent être bénies, ça serait pas mal. Donc voilà, la reine Esther était dans sa période de mariage. Pourquoi? Parce que voilà, elle s'occupait des affaires de Dieu. Elle s'occupait de son entourage. Elle s'occupait en fait de prendre soin des personnes. Donc voilà, elle était dans sa saison.
Comment savoir si tu es dans ta saison? On l'a vu dans la partie 1. S'il vous plaît, je ne vais pas me répéter parce que j'essaie vraiment de faire un live moins d'1 heure. C'est assez long. Donc voilà, allez regarder la préparation prénuptiale, partie 1. Donc, on a vu qu'elle était dans sa saison et on a vu en fait que elle est partie, en fait, elle a été enlevée ou elle a été, la reine Esther, elle a été choisie par les hommes du roi. Hello, hello Rose, par les hommes du roi, bonsoir, afin que le roi puisse faire son choix. Et le roi, en fait, il s'avère que dans l'histoire de la reine Esther, toutes les jeunes filles étaient dans le harem. Le harem, ce sont des appartements, c'est dans le palais, c'est là où en fait vous avez accès au roi. Et donc, le roi devait choisir sa reine. Et nous avons vu dans la partie 1, pour que le roi puisse te choisir, pour que tu puisses sortir de l'observation à la fréquentation. Parce que l'observation, c'est la phase d'enquête. C'est la phase où tu te poses des questions. L'observation, c'est pas forcément... la personne ne va pas forcément te le dire officiellement. Par exemple, vous pouvez être 3 filles ou plusieurs filles et un homme vous observe, mais il ne vous dit rien. Même s'il vous pose des questions, même si vous, on va dire entre parenthèses, vous soupçonnez en fait qu'il vous fait, pas la cour, mais qu'il vous observe, on ne réveille pas l'amour avant le temps, on ne brûle pas les étapes, on reste dans l'observation. Ça, c'est la phase d'observation. Et après que l'homme t'ait observé, qu'il a vu tes valeurs de loin, comme Adam a fait avec Ève, quand il regardait, il a nommé les animaux, il a nommé tout ce qui était le bétail, et il a vu que personne ne lui ressemblait. Donc, c'était dans la phase d'observation. Et puis après, il a bien vu que quelqu'un, Ève, quand il a dit, voilà, le passage qui dit en fait que cette fois-ci, c'est os de mes os, os de mes os et chair de ma chair. Voilà. Excusez-moi pour le français. Chair de ma chair. Et c'est là, en fait, il a vu, il a remarqué Ève. Il a dit, non, elle me ressemble. Et donc, c'est là où on part dans la fréquentation. La fréquentation, il faut savoir que c'est une phase de connaissance. La fréquentation n'est pas l'engagement. La fréquentation, vous vous êtes pas engagé. Vous n'avez pas pris la responsabilité de rentrer dans le mariage. Même si la fréquentation est le chemin pour arriver dans les fiançailles et dans le mariage. Donc, nous sommes dans la partie de fréquentation. C'est-à-dire quand l'homme vous a remarqué et quand il a dit que non, cette fois-ci, c'est mon épouse. Cette fois-ci, elle me ressemble. Et j'aimerais la connaître. Et dans cette phase, l'homme, la première chose, vraiment les filles, ça doit être l'homme en fait qui doit faire le premier pas. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est le chasseur. L'homme, c'est le chasseur. Et donc, c'est sa nature de chasser, c'est sa nature de venir, voilà, dévoiler ses sentiments. Même si nous, les femmes, nous sommes émotionnelles. Donc, c'est à lui de faire ça. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, s'il vous plaît, réagissez. Réagissez, donnez-moi des pouces, donnez-moi des cœurs, donnez-moi des encouragements. Donc, voilà. Et cette phase-là, c'est vraiment une phase de connaissance. Merci les filles pour les cœurs, pour les pouces. Cette phase, c'est vraiment une phase de connaissance. Et par quoi on doit commencer en fait? Moi, j'aime, voilà, j'aime dire comme ça, il faut que tu te connaisses toi-même. Il faut que tu saches déjà quel type de personne tu es. Par exemple, moi, je suis quelqu'un d'extraverti. Je suis quelqu'un d'extraverti, comme vous voyez, j'aime bien rigoler, j'aime beaucoup parler. J'exprime mes sentiments par mon regard, par ma gestuelle, j'exprime mon regard par mon expression faciale. Ça, c'est quelqu'un qui est extraverti. Il y a des personnes qui sont introverties, qui sont un peu plus réservées. Ces personnes, on les appelle introverties. Donc, dans la période avant le mariage, en tout cas de fréquentation, la première chose, c'est vraiment, il doit faire son choix. Après qu'il ait fait son choix, qu'il t'a annoncé. La deuxième chose, c'est vraiment, tu dois connaître son caractère. Mais avant de connaître son caractère, tu dois savoir qui tu es, en fait. Pour pouvoir savoir, en fait, si
où vous êtes complémentaires. Par exemple, voilà, moi, en tant que personne influente, quand je suis rentrée dans une relation, j'étais rentrée comme ça en fait. J'étais rentrée comme ça. D'abord, tout était dans les sentiments. J'ai pas cherché à le connaître. On était déjà en fait, on va dire amoureux. Les sentiments avaient dépassé en fait. On n'est pas resté en fait focalisé dans non, on va se connaître. C'était plus oui, allons au cinéma, oui, on est au restaurant, allons en balade en moto. Mais on avait oublié en fait que cette phase, c'était la phase de faire tout ça, mais il fallait mettre en même temps la connaissance. Et quand on avait passé un bon de temps ensemble et on commençait à voir en fait qu'on avait des différents caractères, on s'est dit mais ça c'est pas la bonne personne. Ça c'est pas la personne avec qui je dois être. Non, c'est pas que ce n'est pas la bonne personne, c'est juste que ce n'est pas... En fait, tu n'as pas eu le temps de le connaître, tu n'as pas eu le temps, vous n'avez pas eu le temps de vous aiguiser. Vous êtes toutes, vous vous êtes accrochés, vous avez commencé à ressentir des sentiments, puis voilà, vous avez mis les sentiments en premier, au lieu de faire le travail de connaissance. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes en fait qui sont très réservées. Tu dois connaître, voilà, s'il est exigeant. Il y a des personnes qui sont exigeantes. Et toi, tu peux être, on va dire, légère. Tu peux être désordonnée. Il y a des personnes qui sont vraiment dans les détails. Qui sont dans les détails. D'autres personnes, voilà, ils sont désordonnées, peu importe. Il y a d'autres personnes qui sont dans les tâches. D'autres personnes sont dans les relations. Donc, c'est un moment dans le caractère où tu dois le connaître. Tu dois connaître, voilà, est-ce qu'il est colérique? Est-ce qu'il est colérique? Est-ce que quand tu t'emportes ou quand il s'emporte, quand il reçoit une nouvelle ou quand il n'est pas en accord avec toi, est-ce que il te frappe? Est-ce qu'il va lancer, par exemple, comment on appelle ça? Il va lancer, par exemple, un coussin. Tu dois connaître toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un peut me dire, s'il vous plaît, comment on fait pour inviter des gens? Est-ce que vous pouvez aider Andrea? Moi-même, je ne maîtrise pas ça encore. Donc, voilà. Pour partager, en fait, le live. Elle aimerait, en fait, inviter des personnes ou le partage des lives. Donc, voilà. Il faut que tu saches, est-ce qu'il est colérique? Quand tu lui parles, quand il n'est pas en accord avec toi, est-ce qu'il va dans la colère? Est-ce qu'il va te lancer des livres? Parce que si pendant la période de fréquentation, il est déjà en fait colérique comme ça veut dire que dans le mariage, il y a des choses qu'il peut te faire. Il peut même te frapper. Parce que si il n'est pas en accord avec toi et qu'il commence à se mettre en colère, comme si une rage, il commence à jeter le téléphone. Non, je ne suis pas en accord avec toi. Au lieu de parler comme un adulte, il commence vraiment à manifester un caractère qui n'est pas bon. Il faut en prendre compte. Il faut aussi voir par rapport au caractère, dans le sens où est-ce qu'il est généreux ou est-ce qu'il est radin. Oui, pourquoi? Parce que y a des personnes comme ça qui sont rentrées dans le mariage, voilà, qui aiment donner, mais leur époux en fait sont des radins. Ils n'aiment pas partager. Vous savez, les radins, le peu qu'ils ont, ils aiment le garder. Je ne sais pas si vous avez vu le film Monsieur le Radin ou Monsieur Radin. Voilà, ils gardent tout. Ils ont peut-être dans leur compte 40 ou 50 000 euros, mais juste pour donner un centime, ils ne veulent pas. Donc, tu dois identifier ses forces et ses faiblesses. Moi, je m'en souviens, pendant ma période de fréquentation, je fréquentais un homme. Il est marié aujourd'hui, c'est de lui que je parle souvent. J'ai fréquenté cet homme, mais sauf que cet homme, en fait, il avait vraiment un problème je sais pas, d'argent en fait. Voilà, il avait un problème d'argent et il était radin. Et un jour, en fait, on était partis au restaurant après l'église. On s'est dit, bon, on va se faire un restaurant entre frères et sœurs. Et ce jour-là, ben voilà, moi j'avais de la monnaie et lui il n'avait pas de monnaie. Et donc j'ai payé son repas. Et donc voilà, et puis après il m'a dit un autre jour, allons encore au restaurant.
Donc j'attends l'appel, je vais voir s'il va payer. Il paye pas, il m'attend. Je dis franchement, c'est quoi ce gars? Et c'est moi qui payais. Et puis, on est parti au cinéma et c'est moi qui payais souvent. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'étais vraiment complexée. Au lieu de commencer à lui dire, voilà, mais pourquoi tu payes pas? Pourquoi tu ne payes pas? Non, moi j'étais vraiment, je disais non, je ne peux pas lui dire ça parce que si je lui dis ça, peut-être que je vais le blesser. Si je lui dis ça, peut-être qu'il va me quitter. Peut-être qu'il ne va pas me voir comme sa potentielle épouse. Et donc, dans la fréquentation, on a continué comme ça. Donc, c'est moi qui payais tous les repas. J'ai grandi dans une famille où, voilà, on faisait plein d'associations, on faisait plein d'œuvres de charité. Et donc, donner pour moi, c'est naturel. Donner pour moi, c'est naturel. Et être avec quelqu'un, en fait, qui ne pouvait pas donner juste 10 € pour quelqu'un qui était en souffrance, pour moi, c'était waouh, c'était un choc. Donc, voilà pourquoi il est important de connaître toutes ces choses par rapport à son caractère. Même la femme, vous qui êtes un homme, oui, il y avait un rat dans son compte. Même vous qui êtes un homme, sachez, est-ce qu'elle est jalouse ou est-ce qu'elle est sage, elle est posée? Parce que nous, la jalousie, ça vient de l'insécurité en fait. Il y a des femmes, on ne va pas se le mentir, vraiment, nous les filles, nous les filles, il y a des personnes vraiment qui manifestent la jalousie. Qui manifestent la jalousie et voilà, moi en tout cas, j'ai été comme ça. J'étais vraiment, voilà, tout ce qui est à moi, vous ne pouvez pas toucher. Tout ce qui est à moi, personne ne peut toucher. Ma famille, mon homme, mes parents, tout ce qui m'appartient, il ne faut pas toucher. Mais il faut agir dans la sagesse. Pourquoi? Parce que, voilà, nous sommes quand même enfants de Dieu. Il faut manifester le caractère de Christ. Et le caractère de Christ, il y a la maîtrise de soi. Il ne faut pas faire des scandales, parce que beaucoup d'entre nous, en tout cas moi, j'ai fait des scandales pendant... quand j'étais un peu plus immature, quand j'étais moins mature, j'étais vraiment immature, je faisais des scandales. Et voilà, ça n'arrangeait pas forcément les choses. Et donc, dans le caractère, il faut voir toutes ces choses-là. Il faut voir toutes ces choses-là. Est-ce qu'il est généreux? Est-ce qu'il est généreux? Est-ce qu'elle est jalouse? Est-ce qu'il est colérique? Ou est-ce que tu es en paix avec lui? Ce sont des choses très importantes. Pourquoi? Parce que dans la fréquentation, vous allez voir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Ce qui est bon, vous allez le garder, vous allez l'améliorer. Mais ce qui est mauvais, en fait, il faut prendre et travailler dessus. Parce que le mariage, c'est une longue vie, en fait. C'est vraiment un long voyage. On ne se marie pas pour se divorcer. On se marie pour l'éternité, jusqu'à que, en tout cas, que la mort vous sépare. Et donc, il est nécessaire de prendre le temps de se connaître. Il est nécessaire de voir les failles de chacun et de travailler dessus. Peut-être que en 6 mois de fréquentation, il y a des choses qu'il fait qu'il ne fera pas en un an de fréquentation. Tout dépend en fait de l'envie de la personne de vouloir changer. Donc, le caractère est très important. Parce que c'est le caractère qui te définit. C'est le caractère qui te définit. C'est le caractère en fait qui va te soit t'élever, soit t'abaisser. Je ne sais pas si vous connaissez le président Clinton qui a été Clinton. Lui, en fait, il avait vraiment un défaut dans son caractère. Il aimait beaucoup les femmes. Il aimait beaucoup les femmes. Donc, il a grandi comme ça. Et sa femme Hillary, bien évidemment, connaissait toutes ses faiblesses. Oui, Marie, jusqu'à que Jésus revienne. Voilà. Je ne dirais pas que le mariage est un contrat, mais je dirais plutôt que le mariage est une alliance. Parce que le contrat a une notion de rupture. Vous voyez, quand vous faites un contrat, par exemple, chez Orange ou CSFR, vous pouvez rompre. Mais l'alliance, une alliance, ça ne se rompt pas. Donc, Rose, oui, le mariage est une alliance à durée éternelle, pas de retour possible. Voilà, je dirais plutôt comme ça. C'est comme ça, en tout cas, qu'on m'a enseigné, c'est comme ça que je le comprends. Que le mariage est une alliance et non un contrat. Et donc, je parlais vraiment du président Clinton. Lui, il avait ses faiblesses. Et c'est cette faiblesse-là, en fait, qui faisait partie de son caractère, qui a fait, en fait, qu'il ne puisse pas, qu'il ne puisse pas jouir de son élévation. C'est cette même faiblesse, en fait, qui l'a fait chuter. Parce que quand il était président, voilà, il a eu une affaire avec son assistante de blue dress, la robe bleue.
pour celles qui connaissent l'histoire, voilà, il a une affaire avec son assistante. Et c'est cette assistante, en fait, c'est cette affaire, en fait, qui l'a exposé. Il avait un mauvais caractère. Il n'a pas travaillé son caractère. Beaucoup d'entre nous, nous avons des caractères, des mauvais caractères que nous devons travailler. Que nous devons travailler. Pour les hommes, si vos challenges, c'est les femmes, il faut vraiment travailler ça avant de rentrer au mariage. Si vos challenges, pour les femmes, c'est la jalousie, il faut travailler dessus. Si c'est la colère, il faut travailler dessus. Parce que c'est cette même faiblesse qui va vous exposer demain. C'est cette même faiblesse qui va vous faire tomber demain. Donc, voilà l'importance de connaître le caractère de la personne qui est en face de vous. Si vous voyez que certains caractères sont négociables, c'est-à-dire vous voyez que la personne peut améliorer, ok. Mais si vraiment la personne vous dit que voilà, moi, au niveau de ça, moi, je ne change pas. Moi, je suis colérique et je ne veux pas changer. Et vraiment, si vous voulez vivre avec ça, vivez avec ça. Et moi, je dirais vraiment, faites attention. Parce que quelqu'un qui n'a pas le désir de changer, l'affaire d'esclave, voilà. Pour les Français, voilà, s'il n'a pas le désir de changer, donc il vous aimera pas dans la totalité, parce que celui qui aime donne. Le mariage, le premier aime du mariage, ça veut dire mort, donc mort à soi-même. Quand tu aimes, tu dois donner. Tu dois donner. Donc ça c'est la deuxième chose. Donc la première chose, on a vu la première chose, c'est il doit faire le choix. Après qu'il ait fait le choix, c'est le caractère. Vous devez vous connaître au niveau du caractère. Deuxièmement, moi, j'aime dire, il faut connaître au niveau de l'éducation. Comment il a été éduqué. Vous savez, nous n'avons pas tous été éduqués de la même manière. L'éducation est la base d'un enfant. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, nous avons nos neveux, nos enfants qui vont à l'école. Dès qu'ils ont 5 ans, je pense, bon, un peu plus tôt, ils vont à la crèche, mais ils rentrent à l'école, à la maternelle peut-être à 4 ans, 5 ans, ils sont au CP. Ils apprennent les bases de l'éducation, comment lire, comment écrire. Donc, l'éducation, ça construit quelqu'un. Donc, on a tous eu des éducations différentes. Et il faut avoir l'éducation au niveau déjà comment je pourrais dire ça, au niveau scolaire. C'est important. Écoutez vraiment les filles. Je ne dis pas que voilà, il faut vous marier avec des personnes qui ont le même diplôme que vous. Je ne dis pas qu'il faut vous marier avec des mêmes personnes qui sont dans le même secteur que vous. Non. Il faut qu'ils comprennent ton éducation et il faudrait que tu comprennes son éducation. Pourquoi? Sinon, il va avoir un déséquilibre. Quand vous allez dire A, lui, il va en comprendre B. Quand vous allez dire B, lui, il va comprendre C. Vous allez comprendre C. Donc, c'est important de connaître au moins d'où vous venez par rapport à l'éducation. Pourquoi? Parce que moi, je me souviens, toujours dans cette fréquentation, voilà, moi, ingénieur de pétrole de base, voilà, mathématiques et tout, voilà, vraiment, voilà, toutes les matières d'un ingénieur. Et donc, j'étais exposée à un secteur de travail. Et j'étais exposée en fait avec des collègues qui pensent de la manière scientifique. J'ai voyagé en tant qu'ingénieur de pétrole. Voilà, vous voyagez beaucoup, vous rencontrez beaucoup de clients. Et cette personne que je fréquentais, qui aujourd'hui est mariée, lui en fait avait arrêté ses études très tôt. Et il a commencé à travailler pour son père, mais dans tout ce qui est, on va dire, la pêche à poisson. Ça, c'est même pas un problème. Mais il y avait des choses, en fait, qu'il ne comprenait pas. C'est-à-dire que lui, en fait, dans le social, il n'était pas social. Par exemple, quand je lui parlais de mes collègues, lui, il avait juste l'habitude, en fait, d'être en famille. Il ne savait pas, en fait, que, voilà, on a un dîner de travail et qu'on doit aller en couple. Il ne savait pas, en fait, que
on devait honorer ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le même milieu. Et donc, il est important de connaître l'éducation de là où il vient. Qu'est-ce qu'il a fait comme études? Parce que tu dois le comprendre et il doit te comprendre. Même si vos éducations sont différentes. Vous devez comment je pourrais dire? Vous devez être complémentaires. Le plus important, c'est se comprendre. C'est ça le plus important. Parce que j'entends beaucoup de personnes, non, moi, je ne peux pas me marier avec quelqu'un qui ne fait pas partie de mon statut, de mon secteur. Ok, si tu ne veux pas te marier parce que quelqu'un ne fait pas partie de ton statut, mais qu'il a tout le caractère que tu cherches dans un homme, juste parce que tu en manques de sécurité, ok. Ça, c'est la décision de chacun. Mais moi, en tout cas, par rapport à l'éducation que moi j'ai eue, même si mes frères et sœurs, même si mon père, c'est quelqu'un qui nous a tous mis à l'école, qui était vraiment voilà, pour être quelqu'un dans la vie, voilà, il faut avoir un diplôme. Mais il nous disait toujours, par rapport au mariage, et au moins, ayez quelqu'un qui comprenne, qui vous ait la même vision en fait, c'est-à-dire qui comprennent. Peut-être que vous n'avez pas toutes, vous venez pas toutes du même secteur, mais qui comprennent et que toi aussi tu comprennes en fait là d'où il vient. Il faut aussi, par rapport à l'éducation, c'est aussi par rapport à, j'ai remarqué aussi l'environnement. L'environnement est très important les filles, c'est-à-dire l'environnement familial. Est-ce que il est d'une famille nombreuse ou est-ce qu'il est d'une famille moins nombreuse? Est-ce que il est d'une famille soudée ou est-ce qu'il n'est pas d'une famille soudée? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait ils rentrent dans le mariage comme ça, ils ne connaissent pas la famille. Ils n'ont jamais fréquenté la famille. Et quand ils rentrent dans le mariage, bah, bizarrement leurs maris ne veulent pas que leur épouse aille voir ou visite leur famille. Ça, c'est pas bon, en fait. En tout cas, pour moi, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu et je vis dans une famille très, très soudée. On est très famille chez moi. On est tellement très famille que la famille, par exemple, la belle-mère, c'est-à-dire la mère de mon beau-frère, je l'appelle maman aussi. La mère de ma belle-sœur, je l'appelle maman aussi parce qu'on est très proches. Et on est très proches. Et donc, moi, en tout cas, dans mon cas, si je suis avec quelqu'un qui n'est pas famille ou, par exemple, qui ne comprend pas, ça pourrait faire des frictions. Ça pourrait faire des frictions. C'est arrivé à une de mes cousines. Elle, dans la famille soudée, très unie, elle s'est mise dans le mariage avec quelqu'un. Elle n'a pas eu le temps d'analyser sa famille. Et donc, lui, c'était, par exemple, quelqu'un, en fait, toute leur famille, ils sont en solo. Chacun construit sa famille, mais il n'y a pas de réunion de famille, il n'y a pas d'union en fait. Leur famille, c'est mari, femme et les enfants, c'est fini. Les frères et sœurs, c'est pas la famille. Et donc, elle s'est mise dans une famille comme ça. Et elle, quand elle voulait voir sa famille, le mari lui disait, non, 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 tu vas pas aller voir la famille. Pourquoi tu es tout le temps avec eux? Pourquoi tu les appelles toujours? Mais elle disait, mais c'est ma famille, c'est notre famille. Ah non, 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 non. Moi, ma famille, c'est toi et les enfants. Et donc, elle en souffrait. Elle en souffrait. Elle avait beau à dire à sa famille, moi, je ne peux pas venir vous voir, mon mari ne veut pas me laisser venir vous voir. Mais elle s'est déjà mise sous l'autorité d'un homme. Elle s'est mise sous l'autorité d'un homme. Quand elle a dit oui, elle a dit oui pour le meilleur et pour le pire. Et ça, ben, c'est quelque chose qu'elle n'a pas eu le temps de découvrir dans les fréquentations. Et si elle a découvert, elle a dit, ok, peu importe, moi en tout cas, j'y vais avec ça. Oui, c'est très important. Ou parce que cet homme même-là, qu'est-ce qu'il lui avait fait? Par exemple, un jour, il s'était disputé avec son frère. Il s'était disputé avec son frère, son mari. Et il a dit, ouais, je ne te parle plus. Je ne te parle plus. Et son épouse a dit, mais comment tu ne peux plus parler à ton frère? Elle a dit, non, mais je ne parle plus parce qu'il m'a manqué de respect. Elle dit, oui, je suis d'accord que tu ne sois, que tu sois fâché contre ton frère. Mais ne plus parler, ne plus adresser la parole à ton frère, c'est pas bon. Elle disait, moi, par exemple, dans ma famille, moi et mes frères, on peut ne pas être en accord. Mais, voilà, on peut se disputer le matin, mais le soir, nous sommes toujours frères. Nous nous parlons, même si on va se parler le lendemain.
On est fâché, mais on se parle. Il disait, non, moi, dans ma famille, c'est pas comme ça. On se dispute, c'est au moins un mois. On ne parle pas pendant un an. Elle était en fait choquée. Elle était choquée. Elle était vraiment bouleversée. Donc, il est important, comme je vous disais, l'éducation familiale, d'où il vient. Comment il se comporte avec les autres. Quel est son environnement? Sa famille. Il y a vraiment des gens, par exemple, j'ai découvert qu'il y a des hommes qui aiment leur addiction, c'est que la nourriture. Par exemple, moi, dans mon cas, venant voilà, d'une maman vraiment qui nous a appris, toutes les filles, à être des femmes, à cuisiner. Je vous ai expliqué, si vous allez regarder dans ma vidéo comment être en hygiène, ma maman nous a appris à laver les culottes, en fait, de notre papa. Dès qu'on était petite, en fait, elle nous a éduqués comme ça. Une femme doit être propre. Une femme doit être dans l'hygiène. Donc, comment elle nous éduquait ça? Elle prenait un seau, elle mettait en fait les culottes de mon papa, elle mettait les chaussettes de mon papa, même ses sous-vêtements à elle. Et c'est nous, les 4 filles, on venait. Bon, ma petite sœur était encore toute petite, mais nous, les 3 filles, on venait et on frottait. On frottait, on lavait. On lavait. Et donc, ça, c'est l'éducation qu'elle nous a donnée. Elle nous a donné l'éducation hygiénique et en même temps, elle nous disait comment il faut prendre soin d'un homme. Mais en grandissant, et parce que, voilà, on était à l'aise, on avait, mes parents ont l'opportunité, en fait, de contracter, on va dire, des gouvernantes à la maison, en Afrique. Donc, au lieu de, voilà, au lieu que nous faisions à manger, nous les filles, c'était les gouvernantes qui faisaient à manger. On savait faire à manger, mais si les gouvernantes pouvaient faire à manger, c'était même mieux. Donc, on a grandi comme ça. Et moi, quand je suis rentrée dans une relation, voilà, mon conjoint me disait, ouais, et tout, je faisais à manger au début, mais après, je me suis dit, bon, je vais stopper un peu. Et donc, voilà, il commençait à parler, en fait, avec sa famille, ouais, elle me fait pas à manger et tout, nanana. Et moi, je lui dis, mais écoute, même si ta famille vient à la maison, ça, c'est ce que je lui disais, même si on se marie et que ta famille vient à la maison, je ferai pas souvent à manger. Pas pour toute la famille, pas tout le temps. Et donc, lui, il ne comprenait pas parce que de là où il vient, les femmes font à manger en tout temps. Mais de là où je viens, c'est-à-dire que quand on reçoit de la famille, chez moi, ce sont les gouvernantes, en fait, qui font à manger. Nous, on reçoit, toutes les gouvernantes, elles font à manger. Et donc, nous, on se met dans une table royale et c'est les gouvernantes qui viennent nous servir. Et lui, il ne comprenait pas. Il disait, non, c'est pas comme ça, t'es pas une bonne femme, c'est pas comme ça. Et moi, je disais, mais cuisiner, moi, je peux le faire pour toi. Cuisiner, je peux le faire pour ta famille. Mais ça ne sera pas tout le temps. Et lui, il ne comprenait pas. Et donc, rien que pour ça, c'était des désaccords. Pourquoi? Parce que je ne m'étais pas mis, en fait, de son côté, en fait. Je disais simplement, moi, c'est pas comme ça que je fais les choses. Et lui, il s'était pas mis de mon côté. Mais vraiment, les filles, dans les fréquentations, tu dois savoir donner. Et nous, les femmes, on est les premières, en fait, à donner, en fait. Parce que nous, on donne plus facilement. Et avec la femme sage, il faut être stratège. Si tu veux quelque chose de ton époux, donne-lui ce qu'il veut, en fait. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai appelé ma soeur, j'ai appelé ma maman, je disais, mais c'est pas normal et tout. Mon conjoint me dit, voilà, que je suis pas une bonne femme parce que je lui dis que, ouais, je cuisinerai pas forcément tout le temps pour sa famille. Et ma maman, elle me dit, tu fais une grande erreur. Tu fais une grande erreur. Je dis, ouais, mais pourquoi, maman? Parce que nous, à la maison, on a des gouvernantes, elles font à manger et tout. Toi, papa, il mange bien la nourriture de la gouvernante. Et ma maman me disait, ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est après 30 ans de mariage que tu vois ça. Mais moi, quand j'étais jeune, c'est moi qui cuisinais pour votre papa. C'est moi qui cuisinais pour votre papa. Et même quand c'est les gouvernantes qui cuisinent, c'est moi qui donne les instructions. Donc toi, tu es en train de rentrer dans le mariage. Tu es déjà en train d'imaginer ce que tes parents font. Ouais, je vais aussi faire comme chez moi, voir une gouvernante. Le mari va te fuir, il ne va pas comprendre, surtout s'il n'a pas eu cette éducation. Je dis non, peut-être que maman, là, elle veut simplement que je me marie, mais c'est pas vrai. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai aussi parlé à ma soeur, à ma petite soeur. Elle m'a dit, c'est la même chose. Tu es une femme, tu vas rentrer dans le mariage, tu ne peux pas faire tout ce que nos parents font. Dans le sens où, aujourd'hui, tu vas rentrer dans le mariage, tu vas dire à ton futur époux, non, je ne vais pas te faire à manger, mais c'est la gouvernante qui va faire à manger. Non, fais pas ça, sois sage. Tu dois le comprendre. Lui aussi, il doit te comprendre, en fait. Il doit te comprendre aussi dans ton éducation affective. Moi, par exemple, j'ai vu mes parents. Mes parents, vraiment, c'est comme moi, j'aime dire, moi, c'est mon modèle numéro 1. Il y a des personnes, en fait, qui n'ont pas vécu dans leur famille, qui n'ont pas vécu avec père et mère, qui n'ont pas vécu avec les parents unis. Ils ont vécu dans des familles soit composées, soit dans des familles séparées. Et ça aussi, il faut en tenir compte dans l'observation, dans la fréquentation. Pourquoi? Parce que si tu viens avec un bagage où toi, tu as reçu trop d'amour, parce que tu as vu tes parents se donner trop d'amour et que la personne avec qui tu fréquentes n'a pas reçu d'amour, il faut que ça ne soit pas une frustration. Dans le sens, il faut que tu lui expliques d'où tu viens. Je m'explique. Par exemple, moi, comme je vous ai dit, moi, jusqu'à présent, mes parents, ils se tiennent la main. Jusqu'à présent, mes parents s'appellent chéri, mon chéri, oui, chéri, des petits mots. J'ai vraiment jamais entendu mon papa appeler maman par son prénom Guilhermina, sauf quand, vraiment, voilà, c'est... Bref, vraiment, c'est très peu de temps. Sauf si vraiment on est dans le public, il appelle de loin, oui, Guilhermina. Mais c'est vraiment chéri, même devant les personnes. Et même nous, jusqu'à présent, quand je suis avec mon papa, dans la rue, on se balade les mains dans les mains. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est sa vision du mariage en fait. Ça a toujours été comme ça. Il a reçu l'amour de ma mère et ils ont décidé d'éduquer leurs enfants comme ça. Et moi, quand je suis rentrée dans la relation, je venais comme ça, j'étais très câlineuse et tout, avec ma fréquentation. Oh, au début, lui, il comprenait pas. Il disait, mais toi, comme il disait, mais toi, t'es une blanche, toi, t'es une blanche. Je dis, mais pourquoi tu me dis que je suis blanche? Il dit, non, t'es trop dans les câlins, tu aimes beaucoup prendre par la main, tu aimes m'appeler chérie. Je dis, mais c'est parce que j'ai vu faire mes parents. Et il me disait, non, maman, je suis un peu réservée. Voilà, je n'arrive pas à exprimer mes sentiments comme ça devant toutes les personnes. Quand tu m'appelles chérie ou quand tu m'appelles babe, devant les personnes, je suis un peu réservée. Et je disais, mais non, mais pourquoi tu es réservée? Mais en creusant, en le connaissant un peu plus, c'est parce que, en fait, je me suis rendu compte que ses parents, il a vécu loin de ses parents. Ses parents... ses parents n'étaient pas comme mes parents ils étaient. Pas que c'était mauvais, mais il n'a pas vu en fait comment je pourrais dire ça, en fait ses parents en fait n'étaient pas son papa n'exprimait pas l'amour tactile, gestuel à sa maman devant le public ou devant les enfants, peut-être en privé mais pas devant tout le monde. Et c'est quelque chose en fait que lui n'a pas. Pour tenir la main, pour lui, c'était un problème. Pour que je le tienne le cou comme ça, pour que je lui fasse des caresses, ou même lui tenir comme ça sa joue, lui donner des caresses, c'était un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas appris ça quelque part. Et donc, dans la fréquentation, on a dû se comprendre. Il a dû me comprendre, non, Susanna, elle vient d'une famille où les gens sont très liés. Elle vient dans une famille où l'amour est exprimé. Donc, je dois aussi lui donner ça. Je dois lui donner ça. Moi, vraiment, voilà, quand il y a des astuces comme ça, je lui dis, voilà, est-ce que tu peux tenir mon sac? Au début, pour lui, c'était un problème. Mais comment ça se fait que je vais tenir ton sac? Je lui dis, mais non, moi, j'aime bien quand tu tiens mon sac. Parce que je vois mon père tenir le sac à ma maman. Et au début, il était non, moi je veux pas ça, ça fait trop, ouais. Genre, je sais pas s'il a cru que c'était mon esclave. Mais il a compris avec le temps. Il a compris avec le temps. Et j'ai dû moi-même aussi me réajuster à lui. Par rapport, par exemple, au style vestimentaire. Au style vestimentaire, j'ai dû me réajuster. Par exemple, je viens de l'Angola et c'est un pays très tropical, il fait vraiment chaud. Vraiment, pour ceux qui connaissent l'Angola, c'est vraiment le deuxième Brésil
en Afrique. Et la manière de s'habiller de là où je viens est tropicale. Pour ceux qui vivent aux Antilles, voilà, aller comme ça, par exemple, comme je suis par exemple, à l'église, c'est normal. Dans un pays tropical, aller comme ça à l'église, il fait chaud. Mais ici, quand tu es à Paris, si tu vas avec tes épaules découvertes ou si on voit un peu ton cou, pour certaines églises, c'est choquant. Pourquoi? Parce que voilà, on est dans la capitale, Paris, voilà, les gens sont froids, c'est exigeant ou quoi que ce soit. Et donc moi, quand je suis venue ici en France, c'était vraiment, cette partie, j'ai dû vraiment l'adapter, surtout dans la fréquentation. Pourquoi? Parce que moi, j'ai grandi dans un milieu où, voilà, c'est pour nous, en tout cas, même en étant actrice, c'était pas forcément l'habit qui comptait. Même si, je veux dire vraiment, il faut savoir s'habiller, il faut pas être dans la séduction. Mais c'était vraiment plutôt le cœur. Tu peux aller à l'église comme ça, voilà, tu peux aller à l'église avec un jean. Avec un jean, tu peux. Mais en Europe, c'est, voilà, tout le monde doit être bien habillé. Et donc, je sais que, par exemple, voilà, j'essaie de lui expliquer, voilà, moi, au jour d'aujourd'hui, voilà, même à mes 30 ans, moi, je m'assois sur les genoux de mon papa. Je suis en short à la maison. Au début, pour lui, en été, je mettais des shorts. Il me disait, mais comment ça se fait que tu mets des shorts? Tu peux pas mettre des shorts. Des shorts, c'est juste pour la maison, quand tu es chez toi, ou quand on sera marié, on sera à la maison. Moi, pour moi, c'était un choc. Je disais, mettre des shorts, c'est un péché. Il me disait, non, tu vois pas que cette partie, c'est une partie en fait que tu dois simplement me l'accorder. Et moi, c'était un choc parce que de là où je viens, hello, je suis chez moi avec mon papa. Si comme il y a la plage, je mets mes claquettes, je vais dehors avec mon short. Pourquoi? Parce que c'est l'environnement où j'ai grandi. Ça me fait pas moins chrétienne qu'une autre. Ça me fait pas moins chrétienne qu'une autre. Mais c'est de là où moi j'ai grandi en fait. Et j'ai dû comprendre que non, il y a certaines personnes que pour eux, mettre un short, c'est hors de question. Mettre un short, c'est hors de question. Il y a des personnes qui vont te dire non, c'est par rapport à, voilà, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et je comprends tout à fait et je ne nie pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, moi-même, je mets des shorts quand je suis chez moi et je ne sors plus avec des shorts. Parce que j'ai pas envie d'être un scandale pour les autres. Parce que j'ai pas envie d'être un scandale pour les autres. Que mon corps est le temple du Saint-Esprit, je le comprends. Mais une chose que moi, j'avais pas compris, c'était que, voilà, mais en quoi mettre un short, ça me fait moins chrétienne qu'un autre. Parce qu'il y a des personnes qui sont couverts jusqu'ici, mais leur cœur, tu ne vois pas. Et le fait d'avoir grandi aux États-Unis et d'avoir grandi en Afrique, les États-Unis, voilà, tu vas avec ton jean. Tu vas avec ton jean à l'église. Tu vas avec ton bermuda à l'église. Tu prêches, le prédicateur, il est avec son jean. C'est normal. Mais il y a dans certains pays, c'est choquant. Donc, il faut s'adapter à l'environnement de l'autre aussi. Oui, c'est important de s'adapter. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Des pouces? Ok, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à l'environnement de la personne. Moi, je sais par exemple que, voilà, par rapport aux shorts, même par rapport à la plage. Par rapport à la plage, j'ai dû me réajuster en fait. La personne me disait, non, si tu vas à la plage, tu peux pas mettre un maillot de bain. Je dois mettre quoi alors? Je dis, moi, quand je suis à la maison, chez moi, quand je vais à la piscine, je mets un maillot de bain. Je dois mettre quoi? Non, on m'a montré un maillot de bain comme si c'était... le maillot de bain, même les gens qui font les cours de swimming pool, en fait, qui font la nage, ils ne mettent pas des maillots de bain comme ça. C'est un maillot de bain qui allait de là jusqu'ici, jusqu'en bas. Et donc, moi, je disais, non, moi, j'ai bien compris que tu veux que je protège mon corps. Ok, ça, je l'ai bien compris. Mais tu vas pas me dire que je vais mettre un maillot de bain d'ici jusqu'ici. C'est pas possible. Donc, je me baigne pas. Non, mais tu veux aller à la plage pour te montrer. Je dis, non, c'est pas pour aller à la plage pour me montrer. C'est de là où moi, je viens, quand je vais à la plage, je mets un maillot de bain.
Si tu veux pas que je mette un maillot de bain de pièces, ok, dis-le moi. On va essayer de s'ajuster. Je mets un maillot de bain où, voilà, il est là, jusqu'ici, et je mets un paréo. Non, mais ne dis pas que je dois mettre un maillot de bain de là jusqu'en bas. Non. Donc, la personne a dû comprendre que non, c'est pas comme ça. Et j'ai aussi dû faire un effort. J'ai dû équilibrer les choses. C'est très important de savoir l'éducation de son environnement. La dernière fois, moi, j'étais en Afrique et je passais des très bonnes vacances. Et à un moment, j'ai mis sur mon statut WhatsApp, voilà, j'ai mis, en fait, j'étais à la piscine, mais je montre pas ma tête ni ma figure, je montre juste mes pieds. Et sauf que, quand tu vois mes pieds, bon, tu vois la piscine, tu sais que, voilà, soit elle est en short, soit elle est en maillot de bain. Mais sauf que, sur cette vidéo-là, on voit un peu mon genou. Il y a une sœur de mon église qui m'envoie un message, je disais, ouais, on n'a pas besoin de... Parce que mon titre, c'était la patience. Il y a un temps, je sais pas, j'ai parlé quelque chose de patience. Elle me dit, ouais, j'ai pas besoin de voir on n'a pas besoin de voir tes cuisses pour m'exprimer, on n'a pas besoin de voir tes cuisses pour nous dire que tu es patiente. Et je dis, mais en quoi tu as vu ma cuisse si tu as juste vu mon genou? Elle me dit, non, après le genou, pour moi, je considère ça comme cuisse. Et franchement, pour moi, la photo, elle n'avait rien de vulgaire. Mais pour ne pas scandaliser l'autre personne, j'ai dû, en fait, supprimer cette photo. Pourquoi? Parce que tu fais dans l'acte de l'amour. C'est dans la fréquentation. Quand tu sais que tu vas rentrer dans le mariage, si tu vois, en fait, que vous n'êtes pas en accord sur certaines choses, il faut vous réajuster, en fait. Si pour lui, voilà, porter un maillot de bain à 2 pièces, ça va pas. Ok, on porte pas un maillot de bain à 2 pièces. On va porter un maillot de bain à 1 pièce, mais ne me fais pas porter une burqa. Je mets un maillot de bain avec 1 pièce et je mets un paréo comme ça. Hello. Donc, comme ça, je cache mes formes. Il faut toujours se réajuster à la personne. Donc, il est très important de savoir l'éducation. L'éducation d'où la personne vient, l'éducation familiale, l'éducation scolaire, son environnement, ses amis. Qui sont ses amis? Qui sont ses amis? Est-ce que c'est des amis voyous? Est-ce que c'est des amis qui sont mariés? Est-ce que c'est des amis qui sont tous célibataires? Parce que si c'est des amis qui sont mariés, normalement... ils ont une famille, ils ont des responsabilités. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas mariés n'ont pas de responsabilités. Mais ceux qui ne sont pas mariés, en tout cas, sollicitent beaucoup de personnes qui sollicitent beaucoup leurs amis. Donc, si la majorité n'est pas mariée, savoir comment mettre des barrières, savoir comment, voilà, sécuriser, en fait, ton mariage. Donc, dans la période de fréquentation, c'est ça. Dans l'éducation, il faut voir toutes ces choses-là. Il faut aussi voir par rapport à la vision, mais à la vision vraiment de votre mariage. Combien d'enfants vous voulez avoir? Combien d'enfants vous voulez avoir? Est-ce que vous allez faire un compte? Est-ce que vous allez ouvrir un compte conjoint ou est-ce que ça est séparé? Est-ce que vous allez faire séparation de biens ou est-ce que vous allez avoir les mêmes biens en fait quand vous allez signer au mariage? Tout ça, c'est important. C'est important. Pourquoi? Parce que si par exemple vous rentrez dans le mariage et que la personne ne veut pas faire d'enfant, cette personne, elle peut se frustrer en fait dans le mariage. Ou cette personne même peut vous quitter. Juste parce que toi, tu voulais faire des enfants et cette personne ne voulait pas d'enfants. Quelle est la vision de votre mariage? Est-ce que, voilà, est-ce que vous voulez vivre à l'étranger? Est-ce que vous voulez vivre dans la capitale? Est-ce que vous voulez vivre en Afrique? Est-ce que vous voulez vivre aux États-Unis, en Europe? Il faut savoir toutes ces choses-là. Parce que si vous vous embarquez, voilà, je suis en fréquentation, vous pensez que à l'amour, ouais, au sentiment,
toutes ces choses-là. Et vous ne passez pas le temps pour vous connaître véritablement les bonnes choses. Vous allez arriver 1 an de fréquentation et puis après, vous allez dire non, c'est pas la bonne personne. C'est pas la bonne personne, pourquoi? Parce que vous allez commencer à remarquer que vous n'êtes pas en accord sur plusieurs choses. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps de vous connaître. Et donc, les sentiments sont déjà... vous avez déjà des sentiments vis-à-vis de l'autre. Vous vous aimez. Pour vous séparer, ça sera compliqué en fait. Vous vous séparez, ça sera compliqué. Vous allez rentrer vraiment dans le mariage comme ça. Ah non, moi je l'aime, je rentre simplement comme ça. Parce que pendant le moment de fréquentation, pendant le moment de connaissance, vous avez brûlé les étapes. Vous étiez peut-être distrait, vous étiez simplement dans, dans les caresses. Vous étiez simplement, oui, c'est mon futur mari. Vous rêvez à la belle maison et vous n'avez pas posé les bonnes questions. Les bonnes questions. Est-ce que vous avez des questions, les filles ? Pendant que je regarde aussi mes notes que j'avais mis par rapport à ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous pouvez me donner des pouces? Hello Baba, j'espère que tu vas bien. Oui. Donc c'est important pendant la fréquentation de pouvoir connaître la personne telle qu'elle est. C'est très important. Pourquoi? Parce que c'est le moment de poser toutes les questions. C'est le moment carrément de pouvoir en fait faire que la personne en fait soit vraie. Peu importe, même si vous n'êtes pas en accord, même si il s'énerve contre vous, même si en fait voilà, les réponses ne vous conviennent pas, au moins vous allez savoir où vous rentrez, au moins vous allez véritablement connaître la personne. Pourquoi? Parce que c'est dans le moment en fait de fréquentation qu'on peut améliorer les choses. C'est pas dans le mariage. C'est aussi un autre cheminement. Ça ne veut pas dire que quand on rentre dans le mariage, on n'a pas d'autre chose à travailler. Non, mais il y a des choses moindres qu'on peut éviter en fait. Il y a des choses en fait qu'on peut éviter dans le mariage. Parce que les premières années de mariage, les 3 premières années, c'est l'année où voilà, vous allez mettre les bases. Et c'est comme un projet. Un projet, dans la conception, tu es dans la réflexion. Tu es dans les idées. Ça ne veut pas forcément... En fait, tu mets une base là, tu enlèves. Tu mets une autre base là, tu enlèves. Donc, les bases doivent être bonnes. Et les bonnes bases, c'est quand tu as une bonne préparation. Et si pendant le moment de fréquentation et de fiançailles, vous ne vous êtes pas bien préparé, ça veut dire que vous allez rentrer dans le mariage. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas bien se passer. C'est juste que les choses que vous aurez dû faire pendant la fréquentation et les fiançailles, vous allez manger les fruits dans le mariage. Et quand vous allez rentrer dans le mariage, vous allez dire non, j'ai fait le mauvais choix. Or non, c'était juste le moment des fiançailles et de la fréquentation qu'il fallait passer toutes ces épreuves-là. En tout cas, ces épreuves basiques. Si les comportements ne sont pas compatibles, mais il y a un autre potentiel derrière cette personne, que doit-on faire? Alors, tu as plusieurs comportements, tu as plusieurs caractères. Tu as cette personne qui est extravertie, tu as cette personne qui est introvertie. Tu as voilà, cette personne en fait qui est réservée, tu as cette personne en fait qui exprime ses idées, qui exprime ses pensées. Si vous n'êtes pas compatible dans le caractère, mais qu'il y a un potentiel derrière, il ne faut pas laisser passer la personne. Il y a des choses négociables, il y a des choses non négociables. Par exemple, les choses négociables, c'est quand tu vois que la personne, par exemple, a pas de boulot au jour d'aujourd'hui. A pas de boulot au jour d'aujourd'hui, mais cette personne cherche. Cette personne cherche. Et ça, tu peux pas dire non, parce qu'il n'a pas de boulot, je ne peux pas le marier. Non. C'est pas un critère.
C'est pas parce que cette personne, en fait, voilà, ne se maîtrise pas que c'est pas négociable. Non. Ce qui n'est pas négociable, c'est si cette personne ne te respecte pas. Il y a une différence entre ne pas se maîtriser et ne pas te respecter. Il y a des personnes, en fait, qui ne sont pas forcément douces. Et la personne va dire, non, moi, je ne suis pas avec elle parce qu'elle n'est pas douce. Ça, c'est des choses négociables parce que c'est des choses, en fait, que tu peux travailler à la douceur. Nous ne sommes pas tous matures. Nous ne rentrons pas tous dans le mariage mature. La chose qui ne serait pas négociable, vraiment, si c'est quelqu'un, en fait, qui commence à te crier dessus, commence à te mépriser. Ça, c'est les choses non négociables. Parce que quelqu'un qui ne te méprise pas, qui te méprise, comment je pourrais dire ça, ne te respecte pas. Ne te respecte pas. Mes grandes sœurs, quelle est la place? La place de Dieu, c'est-à-dire la place à la volonté de Dieu. Comment doit-on se comporter avec un homme de Dieu, c'est-à-dire qui œuvre dans le ministère? C'est-à-dire comment tu dois te comporter. Les filles, il faut savoir que avant tout, le mariage, c'est pas... Tu ne te maries pas avec un homme de Dieu. Tu ne te maries pas avec un pasteur. Tu ne te maries pas avec un évangéliste. Tu te maries avec un homme. C'est-à-dire, il est esprit, il habite dans un corps, hein, et il a une âme. Donc, c'est un homme. Comment tu dois te comporter en tant que femme? Tu dois te comporter déjà comme une femme sage. C'est-à-dire que la femme sage, c'est une femme, en fait, qui sait garder son foyer. C'est une femme qui sait bâtir et c'est une femme, en fait, qui sait maintenir son foyer. Et dans la sagesse, tu as plusieurs aspects. La sagesse, tu as le fruit du Saint-Esprit. Est-ce que tu es dans la douceur? Tu peux ne pas être en accord avec quelqu'un, mais voilà, lui parler avec douceur pour montrer ton désaccord. Tu n'as pas besoin de le crier dessus. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, tu dois lui communiquer avec la douceur. Tu dois te maîtriser. Au lieu d'être dans les scandales, d'être dans la jalousie, tu dois savoir te maîtriser. Comment tu dois te comporter avec un homme qui dans le ministère? C'est comme une femme doit se comporter avec tout type d'homme. Un homme, c'est un homme. Est-ce que tu peux être plus précis dans ta question si je n'ai pas répondu? Un homme, c'est un homme. Il ne faut pas croire parce que c'est un homme de Dieu, donc voilà, tu dois, par exemple, il y a beaucoup de personnes, bon, je ne les blâme pas. Moi, je dis jamais, en tout cas, moi, appelez mon mari papa. Ah oui, je vois par exemple des personnes, oui, ils appellent mes amies, même celles qui sont dans le ministère, elles appellent leur mari papa. Je dis, mais c'est ton papa ou c'est ton mari? Non, j'appelle mon mari papa parce que, voilà, c'est comme ça. Je dis, non, moi en tout cas, je n'appellerai pas mon mari papa. Mon papa, c'est mon papa, mon mari, c'est mon chéri. Parce que quand moi je vois papa, pour moi c'est une barrière. Mais c'est comme ça qu'elle a été éduquée. C'est pas que c'est mauvais. S'il est déjà dans le ministère, est-ce qu'on doit le dissocier? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc ça dépend aussi d'éducation, d'où tu viens. Par exemple, si tu es... voilà, il y a des personnes en fait qui ont appris, par exemple moi, on m'a appris voilà, à laver les sous-vêtements en fait de mon futur époux. Oui, c'est comme ça que j'ai appris. Peut-être pour d'autres personnes, ça sera choquant, mais c'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que j'ai appris. Donc tout dépend de ton éducation. Comment tu dois prendre soin d'un homme tant que tu ne lui fais pas du mal et tant que tu lui fais du bien. L'éducation que tu as reçue, qui est bonne, prends-le et applique-le. D'autres questions? Bon, cette musique, peut-être ça endort un peu trop. Hein. Ça endort un peu trop cette musique, hein?
Rose, est-ce que ton l'autre question, comment le dissocier s'il est déjà dans le ministère? Je ne comprends pas ta question. Luda, Amandine, je sais que vous êtes là. Est-ce que vous avez des questions? Séparer l'homme qu'il est de l'homme de Dieu. Bon, si j'ai bien compris ta question, comment séparer l'homme quand il est à la maison et quand il est l'homme de Dieu, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Parce que si c'est ça, en tout cas, c'est comme au travail. Si c'est un homme de Dieu et qu'il est à l'église, tu dois le respecter dans son environnement. Par exemple, si c'est un homme de Dieu, que c'est un pasteur, il est à l'église, il est dans sa fonction, c'est ton époux, mais dans son environnement public, tu dois le servir en tant qu'homme de Dieu, en tant que ton mari, en tant que ton pasteur. Dans l'intimité, tu le sers comme ton époux, ton mari. Pourquoi? Parce que dans son environnement de fonction, il a la casquette de pasteur. Il a cette casquette et même vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres. C'est comme le président. Le président, il est aussi une femme. Mais ce président, quand il est au public, son épouse le traite comme monsieur le président. Et quand ils sont en intimité, c'est mon époux. Donc, comment dissocier de l'homme et de l'homme de Dieu? C'est que tu dois respecter son paramètre de fonction. Si son environnement, dans ce cas, évangéliste, leader, pasteur, prophète ou quoi que ce soit, en tant que son épouse, tu dois le respecter sur cette fonction. C'est ton pasteur. Mais c'est aussi ton mari. Mais tu dois lui donner la place de pasteur. Et en intimité, quand vous êtes tous les deux, pas simplement dans les quatre murs, en intimité, quand vous êtes tous les deux, c'est ton époux. Quand vous êtes dans la fonction pastorale, quand vous êtes dans la fonction de l'œuvre de Dieu, oui, là, tu dois le traiter, tu dois voilà, lui donner la place du pasteur. Je ne sais pas, est-ce que c'est compris, Rose? Oui, c'est très important de savoir quelle est la place de la personne. C'est comme moi, voilà, on est des femmes. Tu peux être une femme au boulot, tu es carré, tu es directrice, tu es CEO, voilà. Mais à la maison, tu es son épouse. C'est-à-dire que même si là-bas tu es chef, quand tu es à la maison, c'est lui le chef. Et même si lui, en tout cas si vous êtes dans le même travail, et moi ça je sais pas, moi en tout cas je ne pourrais pas faire ça, que voilà que je suis dans le travail et que mon époux, je suis chef dans le travail et que mon époux en fait est juste un simple fonctionnaire. J'aurais aimé que ce soit le contraire, en tout cas. J'aurais aimé que lui, par exemple, soit chef et que moi, je sois simple fonctionnaire et qu'il puisse avoir, en fait, cette autorité sur moi, même au travail. Parce que l'homme, c'est l'autorité. Et si, voilà, tu es au travail et que tu as cette autorité-là de femme et que quand vous allez à la maison, ça peut être aussi une frustration. C'est pour ça que les femmes, quand vous êtes comme ça et que votre mari est comme ça, lui donnez toujours la place. C'est juste lui donner la place de mari, la place de l'autorité. Oui, s'il est pasteur, s'il est, voilà, s'il est leader, quoi que ce soit son titre, dans sa fonction, on ne l'appelle pas, en tout cas, ça dépend des relations. Si ça ne le dérange pas qu'on l'appelle chérie, pourquoi pas? Tout ça, vous voyez les deux en fait. Les deux, vous allez vous mettez en accord. Il y a malheureusement, malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement, moi je connais des couples
pastorale que quand ils sont devant les personnes, bah, c'est pasteur un tel. Oui, pasta. Oui, nanana. Comme je connais des pasteurs, oui, c'est chéri. Oui, c'est chéri. Mais le respect est toujours là. Ça ne veut pas dire que oui, c'est chéri, voilà, tu n'es pas mon pasteur. Non, le respect est toujours là. Mais ce mot de chéri, voilà, c'est leur code à eux. Donc voilà. Donc tout dépend en fait comment vous allez vous mettre en accord. Si à l'église, c'est pour qu'il t'appelle chéri. Si à l'église, c'est pour que tu l'appelles pasteur, vous devez vous mettre en accord. Moi, je parle plutôt comment tu dois le traiter. S'il est dans l'environnement du travail, forcément, c'est ton pasteur. C'est ton pasteur. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas te mettre sur son genou. Tu ne peux pas, voilà, il y a des choses intimes que tu ne peux pas faire devant le public. Que tu peux le faire quand vous êtes en intimité. Oui. Donc voilà, je ne sais pas si c'est compris. Oh. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, les filles, par rapport à la fréquentation? Parce que là, on parle de fréquentation. Là, on parle de qu'est-ce qu'il faut faire pendant la fréquentation. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut poser, les questions à poser, qu'est-ce qu'il faut regarder, son éducation, sa famille, qu'est-ce qu'il faut faire dans sa famille, connaître d'où il vient, connaître son environnement, connaître ses amis, connaître son caractère, les choses à ne pas faire. S'il aime plus ses centres d'intérêt, c'est très important. S'il aime voyager, s'il est plus montagne, s'il est plus à la maison. C'est des choses importantes. C'est des choses importantes. C'est des choses importantes. Pourquoi? Parce que vous allez connaître la personne, ça va vous faire gagner du temps. Comment vous devez réajuster? À quel moment le présenter à ses parents? Wow, c'est une très bonne question. À quel moment le présenter aux parents? Moi, je dis vraiment, avec les parents, il ne faut pas jouer en fait. Avec les parents, c'est quand c'est vraiment sérieux. Parce que les parents, ça implique un engagement. Et au moment de fréquentation, c'est le moment de connaissance. C'est le moment où il doit dire cette fois-ci, c'est mon épouse, ose de maison, chair de ma chair. Parce que s'il n'a pas vu ça en toi pendant la connaissance, et qu'il aille te présenter chez les parents, et que, voilà, après tu décides que non, je veux plus de cette relation, c'est pas top. Donc, à quel moment où présenter les parents? Selon moi, je dirais, c'est quand vous voulez vous engager. Parce que l'observation, la fréquentation, c'est pas un engagement. Vous marchez pour la phase, en fait, vous êtes juste en train de marcher, vous allez de phase en phase pour aboutir au mariage. Mais ce n'est pas encore l'engagement. L'engagement, c'est quand vous rentrez dans le fiançailles. Vous vous présentez vis-à-vis des parents, vis-à-vis des familles. Il y a des personnes, par exemple, ils présentent leurs parents et ils ne sont pas encore engagés. Par exemple, voilà, c'est mon cas. Moi, voilà, mes parents, ils sont... Si tu as quelqu'un et que tu aimes cette personne, voilà, présente-le nous. Mais le présenter, mais dans quel sens? Je peux présenter à mes frères et sœurs, mais à mes parents, je ne rigole pas parce que je sais que quand je devrais présenter à mes parents, ça serait pour quelque chose de sérieux. Surtout si dans la phase d'observation, de fréquentation, il y a des choses à travailler. Donc, il n'y a pas de temps exact, Emmanuel, mais c'est important que vous mettez en accord le moment de présenter à vos parents. C'est quand vous voulez maintenant rentrer dans l'engagement qui est les fiançailles. Avec les parents, on ne joue pas. Tu vas présenter ta fréquentation en tant que qui? En tant que qui? Qu'est-ce qu'il va dire à tes parents?
Ah non, je suis avec votre fille, mais quelles sont tes intentions? Quelles sont tes intentions? Non, je suis juste en train de la connaître. La connaître? Qu'est-ce que tu fais devant ma face? La connaître simplement. Non, les intentions doivent être, voilà, moi je suis là pour pouvoir prendre la main de votre fille. Je veux vous honorer en prenant la main de votre fille. C'est ça. Est-ce que c'est dans la période de fréquentation? À quel moment on dit le oui à l'homme ou juste pour marcher ensemble? Ok. La phase d'observation, il t'a analysé. Il a fait ses enquêtes, il a posé des questions par rapport à toi. La phase de fréquentation, c'est quelque chose qu'il a mis publiquement en fait. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il a envie de cheminer avec toi pour le mariage. Et c'est là où vous vous mettez en accord. L'accord ne veut pas forcément dire l'engagement. Parce que est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans qu'elles ne soient en accord? Non. Donc, l'accord, c'est quand voilà, la personne vient te voir et te dit, voilà, mes intentions sont les intentions de te connaître. Même s'il ne te parle pas dans le sens, ouais, je vais t'épouser demain, mais ses intentions doivent être, voilà, moi, je t'ai remarqué, je t'ai observé et j'aimerais te connaître. Soit tu dis oui, soit tu dis non. Le oui, c'est l'accord. Oui, je veux te connaître aussi. C'est ça, être en accord. L'engagement, c'est dans les fiançailles. C'est différent. Moi, en tout cas, quand on m'a approché, mon conjoint, il m'a observé pendant 1 an et demi. Je ne le savais même pas. Je ne le savais pas. 1 an et demi d'observation. Et quand il s'est présenté à moi, lui, il voulait déjà se marier en fait. Il m'a dit, voilà, il s'est présenté à moi, il m'a dit directement, voilà, Susanna, bref, voilà, je t'ai observé tout ce temps-là. J'aimerais te connaître pour me marier avec toi. Voilà, je sais que tu es l'épouse. Moi, j'ai eu peur. Parce que déjà, je ne le connaissais pas. Je me dis, toi, tu as eu le temps de m'observer pendant 1 an et demi. Tu as eu le temps de faire ton enquête. Moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas vraiment. Donc, on va prendre le temps pour nous connaître. Donc, j'ai dit mon oui. Je me suis mis en accord avec lui. Je me suis mis en accord avec lui parce que j'avais vu des choses par rapport à son caractère, des choses par rapport à sa personne que j'aimais beaucoup en fait. Donc, j'ai dit oui. Donc, le oui, on le donne dans la fréquentation en fait. Tu te mets en accord dans la fréquentation. Il y a une différence entre l'accord et l'engagement. Parce que tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si tu n'es pas en accord avec lui. Voilà. Une autre question? D'autres questions? D'autres questions, les filles? Ok, c'est très bien. Et surtout les filles, hier encore, je pense que c'était Rose qui avait posé la question en dernier, pendant les questions-réponses. Voilà, si j'ai des sentiments pour lui, en fait. En fait, si il m'observe et que je me rends compte qu'il m'observe, est-ce que qui doit faire le premier pas, en fait? Est-ce que je lui dis les choses? En tout cas, les filles, vraiment, tout ce qui est n'allez pas en fait vers l'homme. Même si vous avez entendu sa famille, même si vous avez entendu des amis dire que non, peut-être qu'il est intéressé par toi, je vous assure, ne faites jamais l'erreur d'aller dévoiler vos sentiments. Ne faites jamais l'erreur de pouvoir vous exposer. Pourquoi? Parce que l'homme, il peut dire, ouais et tout, je suis intéressé. Ça peut simplement être ton charme qui l'a intéressé un jour et le lendemain, ça ne l'intéresse plus. Il peut dire qu'il est intéressé parce qu'il t'a vu passer, t'as porté une belle robe. Mais le lendemain, il n'est plus intéressé. Donc, tant que ce n'est pas lui qui vous a dit que je suis intéressé par toi, ne vous faites pas des films. Ne vous faites pas des films parce qu'on a beaucoup de personnes qui voient
que les autres sont toujours intéressés, mais tu ne les vois jamais venir, ces personnes-là. C'est-à-dire, tu as toujours des grands frères, tu as toujours des personnes, surtout à l'église. Ouais, le gars, il est intéressé par toi. Ouais, j'ai parlé avec lui. Mais ce que lui a dit, ce que ce grand frère va te dire, il y a un écart d'information. Parce que la personne qui va venir te dire que l'autre est intéressé, va venir avec force, avec émotion. Il va venir avec émotion, il va te dire des choses que, voilà, tu vois, pour te faire sentir bien. Or, la personne qui t'a dit qu'il est intéressé, peut-être qu'il t'a dit simplement, ouais, j'aime bien sa manière de parler, j'aime bien, elle est douce et tout. Ouais, elle m'a l'air bien. Mais il n'a pas dit qu'il était intéressé pour entrer dans le mariage. Et même si c'était le cas, laisse-lui venir vers toi. Laisse-lui venir vers toi. Parce que s'il a changé d'avis, au moins tu te protèges. Tu te protèges. Parce que tu ne pourras pas dire, tu ne pourras pas aller voir quelqu'un et dire, oui, on était ensemble. Tu vas te plaindre à qui? Qu'est-ce qu'il en est de ta liberté durant la période de fréquentation? Est-ce que tu dois lui rendre des comptes de ce que tu fais ou de tes sorties? Moi, je te poserai la question. Est-ce que tu n'aimerais pas qu'on te rende des comptes? Rose, pendant la fréquentation, est-ce que tu n'aimerais pas qu'on te rende des comptes? Moi, en tout cas, moi, j'aimerais. Donc, tout ce que j'aime, je le fais. Je pense qu'il est important, en fait, de rendre des comptes parce que tu commences à bâtir une relation de confiance. C'est comme une amitié, en fait. Dans l'amitié, même quand c'est garçon-fille ou même fille-fille, ben, il y a cette, voilà, il y a cette complicité, en fait. Il y a cette complicité et dans la complicité, voilà, vous vous rendez des comptes. Entre filles, quand vous allez au cinéma, « Hey, je vais au cinéma !» Tu raccroches. Voilà, j'ai été je sais pas où. Je suis sortie, j'ai fait mon shopping. C'est une forme de garder c'est une forme en fait de garder en fait votre complicité. Et donc dans la fréquentation, tu es en train de te projeter pour le mariage. Donc dans la fréquentation, tu vas quand même avoir des attitudes que tu aimerais que cette personne fasse. En fait, tu aimerais avoir dans le mariage. Tu aimerais que cette personne te rende des comptes dans le mariage. Moi, pour moi, en tout cas, dans mon cas, moi, j'aime rendre des comptes. J'aimerais que cette personne aussi me rende des comptes. Tu as été où? Qu'est-ce que tu as fait pendant la journée? Tu es rentré à quelle heure? Tu étais avec qui? C'est important de savoir toutes ces choses. Ça ne veut pas dire que, ouais, que tu es jalouse ou que voilà, tu as envie de mettre un nez sur sa vie. Non, c'est que c'est ton droit. C'est ton droit. De la même manière que lui, il aimerait que tu lui dises des choses. Il faudrait que toi-même aussi tu lui dises, tu rendes des comptes. Ouais. Donc voilà. Donc voilà. C'est la partie 2. C'est la partie 2 par rapport à la préparation prénuptiale, la préparation avant le mariage, c'est-à-dire dans le sens où qu'est-ce que la période de fréquentation? La période vraiment de fréquentation, c'est la période où tu dois le connaître. C'est la période où tu dois poser plus de questions, vraiment par rapport à son caractère, par rapport à son éducation, par rapport à sa famille, son entourage. Toutes ces choses, c'est dans la fréquentation. Dans la fréquentation. Après, il y a des choses à pas faire. Hier, je l'ai dit, il y a vraiment des choses à éviter de faire. Comme, voilà, pas obligé, mais voilà, quand vraiment vous voyez que voilà, il ne peut pas vous payer une bague de 7000 € et vous êtes là en train de l'acharner. Ouais, s'il te plaît, paye-moi une bague de 7000 €. Ok. S'il ne peut pas le faire aujourd'hui, il le fera peut-être demain, c'est-à-dire après 10 ans, 20 ans de mariage. Mais il y a des choses vraiment à ne pas faire comme celle-ci. Mon principe, mon mari doit être mon ami, c'est primordial. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je dis que l'amitié, c'est la racine de l'amour. Tu peux arracher plein de branches, vous pouvez avoir plein de disputes. Vous pouvez avoir plein de disputes. Ok. Vous pouvez avoir plein de disputes. Vous pouvez avoir plein de disputes. Mais les branches peuvent tomber d'un arbre. Mais tant que la racine n'est pas arrachée, tant qu'il pleuvra, tant qu'il y aura de la pluie, l'arbre va grandir.
Donc l'amitié est la racine de l'amour. Je pense que l'amitié est primordiale dans l'amour. Dans comment aimer son mari. Parce que plus tu avances dans le mariage... Ah, remets le volume. Ah, ok, je pensais que... disait, ouais, la chanson en son sonore. Ok. Ok, Emmanuel. Bon, est-ce que là, c'est bon? Je pense que là, c'est bon. Et donc, voilà, le mariage, en fait, c'est long. Et le mariage, il faut toujours l'actualiser. Il y a des personnes, en fait, qui stagnent. Ils ne savent plus quoi faire. Ils n'ont pas d'activité. Avant, ils allaient au restaurant. Bah, il faut l'actualiser. Et l'amitié, c'est ça qui va faire que soit c'est ta partenaire, soit c'est pas... soit c'est ta partenaire, soit... voilà, vous allez, en fait... vous découvrir. Ah, c'est une bonne musique. Ah, ok, très bien, Andrea. Donc, vous allez vous découvrir. Vous allez commencer à faire des choses nouvelles. Est-ce que, franchement, vous vous ennuyez avec des amis? Moi, j'ai ma meilleure amie depuis longtemps. Je ne m'ennuie pas avec elle. On fait plusieurs choses. On est toujours en train d'innover. Pourquoi? Parce que l'amitié, bah, il y a une complicité. C'est comme ça qu'il faut être avec son partenaire, son époux. Il y a beaucoup de mariages qui stagnent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de créativité. Ils font toujours la même chose. Tous les vendredis, ils vont au restaurant. C'est répétitif. Donc, si c'est tous les vendredis, vous allez au restaurant, commencez à alterner. Tous les vendredis, vous allez manger dehors. Ben, si vous mangez, ben, essayez aussi de rajouter une autre activité. Si... vous allez, par exemple, vous faites une fois par mois, vous allez en week-end. Parce que c'est toute une vie. Donc, il faut actualiser dans le mariage. Donc, il faut être créatif. Parce que tu n'as pas envie de regarder ton mari comme un frère. Tu es tellement habitué à lui, maintenant tu le vois comme un frère. Moi, en tout cas, je dis franchement, je dis toujours à mes parents, moi, j'aimerais, même si je sais que c'est un travail, le mariage. Les gens me disent, Suzanne, il faut rentrer dans le mariage pour comprendre ça. Mais vraiment, il faut stagner parce que tu es en manque de créativité. Il faut se réajuster. Parce que j'ai pas envie d'arriver dans le mariage et de regarder mon mari comme un frère. Comme un frère. C'est mon époux. C'est mon ami. C'est mon partenaire. Je vois vraiment le mariage comme, voilà, voilà, on est fous. Tous les deux, on est fous. On est fous en Christ. On est deux pères et on veut vraiment impacter cette génération. On est complices dans toutes les choses. J'aime le cinéma, j'aime quand on va au cinéma, on aime voyager ensemble. Voilà, tous les centres d'intérêt. Manque d'imagination tue l'amour, c'est la routine qui s'installe. Oui, la routine, c'est pas bon dans le mariage. Tu dois vraiment être dans la créativité. Dans la créativité, c'est très important. Très important. Moi, mes parents jusqu'à aujourd'hui, voilà, mon papa il a 61 ans, ma maman elle a 54 ans. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont des créativités. Créativité, ils voyagent ensemble. Voilà, ils voyagent ensemble. Ils voyagent même avec les enfants. On a par exemple, tous les deux samedis par mois, on fait par exemple un rassemblement de famille. Tous les enfants viennent avec les petits-enfants et mettent l'ambiance à la maison. Voilà, dans leur mariage, ils sont en train d'innover. Pourquoi? Parce que vous savez c'est quoi être avec votre conjoint pendant beaucoup de temps, mais vous n'avez pas de créativité. Non, non. Moi j'ai mes soeurs qui sont mariées, mais vraiment, tu dis mais c'est la belle vie. T'es avec ton mari, tu dis, mais c'est ça être marié. Vous avez des centres d'intérêt. Vous mettez vous faites des plannings. Une fois par mois, nous partons en week-end. Si ce n'est pas en week-end, si vous voyez que voilà, c'est trop cher, voilà, une fois par mois, séance de massage. Une fois par mois, nous sortons ensemble. Oui, il faut vraiment être comme un enfant. Nous sortons ensemble. Vraiment avoir des petites astuces comme ça qui font que, non, votre mariage, il est alimenté. Il est alimenté. Parce que je vous assure, vous n'allez pas rester tout le temps sous la couette. Hein, tout le temps.
Ça, c'est peut-être au début et tout, mais tout le temps, après même la couette, là, ça va même vous fatiguer. Donc, vous allez juste vous regarder dans les yeux comme ça. Donc, il faut que vos centres d'intérêt, vous soyez créatifs dans vos centres d'intérêt. Il faut que vous soyez créatifs dans vos centres d'intérêt. Donc, voilà, voilà. Pour les femmes mariées qui ont rentré comme Jennifer, que je viens de voir, est-ce que je dis vrai? Est-ce que c'est vraiment comme ça dans le mariage? Oui, c'est comme ça dans le mariage. Il faut être créatif. Donc, voilà. Ça, c'était la deuxième partie, préparation prénuptiale. Les choses à faire, les choses, en fait, à rechercher sur son conjoint, connaître son caractère, connaître sa personne, pour savoir comment rebondir au caractère de l'autre, savoir s'il est colérique, savoir s'il est radin, savoir s'il est généreux, voir quels sont les caractères à améliorer, voir quels sont les caractères à mettre de côté. Pas simplement voir l'autre, parce que la relation, tu es en train de t'aiguiser, tu vas te découvrir toi-même. Moi, je me suis découvert dans la relation. J'ai découvert en fait que voilà, moi je suis pas une femme, j'étais vraiment pas une femme sage du tout. C'est quelque chose que j'apprends à être maintenant chaque jour. C'est vraiment en évolution. La maturité, avec les coups que j'ai appris, que j'ai pris, ça m'a aussi permis de grandir. Moi, je pensais trop que j'étais une femme sage et tout. Non. J'ai fait bien ma gamine. J'ai pris des coups. J'ai pleuré. Le Seigneur lui-même, il m'a brisé. Oui, il m'a brisé. Et je dis non. Le mariage, c'est pas pour les enfants. On veut rentrer dans le mariage, mais il y a une préparation. Il y a une préparation. Et la préparation, c'est es-tu prêt à mourir à toi-même pour donner à l'autre? Parce que le mariage, le premier M du mariage, c'est mourir à soi-même. Tu rentres dans le mariage pour donner. Lui aussi doit rentrer dans le mariage pour donner. Donc voilà. Donc voilà les filles, c'était la préparation prénuptiale partie 2. Et nous allons voir partie 3 lundi prochain. Pendant la semaine, je vais faire une session questions-réponses. Vous pouvez m'écrire sur ma page Heather. Vous pouvez poser des questions parce que je sais que le live, de temps en temps, c'est pas évident. Il y a plein de questions qui passent. Je ne suis pas encore habituée de répondre à toutes les questions. Donc, vous pouvez m'écrire et je vais faire un live pendant la semaine pour répondre à votre question comme on l'a fait hier. Donc, voilà. C'était le moment pour la préparation prénuptiale, partie 2. Et finalement, ça sera la partie 3 que nous allons voir lundi prochain. Nous allons voir maintenant comment se comporter dans les fiançailles. Voilà, après que vous êtes fréquentés, après voilà, que vous vous êtes accordé et qu'il est dit maintenant, nous voulons, voilà, je veux m'engager avec toi, je veux t'honorer vis-à-vis de tes parents. Parce que les fiançailles, c'est aussi la préparation pour le mariage, mais à un autre niveau. Donc, nous allons voir ça pour la partie 3, qui sera la partie finale. Donc, voilà, merci les filles encore. Donnez-moi des cœurs, donnez-moi des pouces. Comme ça, mon écran devient aussi joli que vous. Et je veux vous dire à très bientôt. Pendant la semaine, tout dépendra de vos questions. Si vous m'envoyez des questions en ligne, comme ça je pourrai aussi vous répondre. Donc voilà. Ok les filles, allez, à plus tard. Bye. Je me déconnecte.